Depuis ce moment, depuis l'an zéro, l'économie du Cambodge a considérablement progressé. Elle est maintenant officiellement classée comme un revenu intermédiaire inférieur. Depuis environ l'an 2000, et surtout depuis environ 2012, elle a connu une croissance phénoménale. Cette croissance a commencé même avant l'énorme afflux de capitaux en provenance de Chine. La raison de ce succès est la stabilité politique dans le pays. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je parle avec le Dr Digby James Wren, un collègue de l'Alliance pour la paix multipolaire. Le Dr Wren est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université Deakin en Australie. Il est un sinologue de premier plan et un expert géopolitique de l'ASEAN. Il préside Belt and Road Capital Partners, une société de conseil en risque géopolitique. Il est également conseiller en relations extérieures auprès du président de l'Académie royale du Cambodge et doyen de ses laboratoires de médias et de politique. De plus, le Dr Wren dirige un Substack très réussi et informatif sous le nom de Long Mekong, où il publie régulièrement des articles perspicaces sur la politique en Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge. Je vous recommande de le consulter. Digby, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, Pascal. C'est vraiment un grand plaisir. Je veux juste te remercier, ainsi que notre ami Warwick Powell, pour avoir mis en place le réseau de paix multipolaire. Je pense que c'est une excellente initiative et je suis très heureux d'en faire partie. Tu en es un pilier essentiel. J'admire vraiment ton émission, donc c'est un honneur d'être avec toi. Merci beaucoup. De même, juste avant cette discussion, nous parlions de nos différents canaux et de la manière dont nous essayons de renforcer le travail de chacun. Je pense que ce que vous faites avec toutes vos publications écrites est très important, car vous produisez des analyses politiques et économiques de haute qualité sur la Chine, l'ASEAN et le Pacifique. Pourquoi cela? D'où venez-vous? Comment obtenez-vous toutes ces connaissances sur cette région? Et où êtes-vous en ce moment? Eh bien, chose intéressante, j'ai passé environ 8 ans à vivre en Chine, à étudier l'initiative de la ceinture et de la route, BRI. Je me suis spécifiquement concentré sur la BRI. Avant cela, j'ai fait mon doctorat, qui était très centré sur l'Asie au début. Au fur et à mesure que mon étude et la BRI se développaient, j'ai réalisé que nous devions examiner cela plus en détail. J'ai toujours été intéressé par cette région. Mon père m'a donné un choix quand j'étais très jeune. Il m'a dit que je pouvais soit aller à l'église avec lui le dimanche, soit entrer dans son bureau et choisir un livre à lire. Quand il revenait, je devais lui dire de quoi il s'agissait. Mais ensuite, sa bibliothèque était juste remplie de sciences politiques, de biographies et d'histoire. Étrangement, je pense que je suis un peu devenu comme lui, avec les mêmes habitudes de lecture. Cela a toujours été une chose de toute une vie, c'est certain. Maintenant, je l'utilise dans le sens où, comme je l'ai partagé avec vous auparavant, si vous apprenez quelque chose, vous devez le partager. Ce que nous faisons maintenant, c'est partager des connaissances avec les gens. Si vous ne le partagez pas, ce n'est pas de la connaissance. Je suppose que c'est vraiment l'impulsion pour moi de tout mettre en avant. Vous laissez les gens décider ce qu'ils en pensent. Ils peuvent l'utiliser, ne pas l'utiliser, ou le prendre à cœur ou non. Mais si vous ne publiez rien, alors vous n'avez pas de voix et vous n'avez créé aucune connaissance pour personne. D'où vient votre intérêt pour la Chine et l'Asie du Sud-Est? Je veux dire, vous venez d'Australie. Est-ce lié à votre pays d'origine? Pourquoi vous concentrez-vous sur l'Asie? Eh bien, la vérité est que j'ai passé beaucoup de temps en Asie. C'était un vrai choix parce que j'ai réalisé il y a longtemps
que l'Asie allait devenir le centre de l'économie mondiale. Cela me semblait tellement évident il y a très longtemps. Donc j'ai concentré toutes mes études universitaires sur la Chine et la diplomatie publique. J'ai fait mon premier diplôme de 3e cycle en diplomatie publique chinoise. Mon diplôme de premier cycle avait une mineure en chinois et je m'intéressais aux médias chinois. Alors que tout le monde écrivait qu'ils bloquent et censurent tout, j'ai décidé d'examiner moi-même les médias chinois. Je pensais que ce serait un environnement et un écosystème complètement différents. Et puis, mon doctorat portait sur les relations internationales, mais se concentrait sur les programmes de développement extérieur de la Chine, ce qui m'a finalement conduit à l'initiative de la ceinture et de la route. Donc en gros, j'ai concentré toutes mes études de très près sur la Chine et bien sûr l'ASEAN. Au fur et à mesure que j'en apprenais plus, mon intérêt s'est étendu à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à d'autres régions. Je ne veux pas ennuyer les gens avec mon histoire de vie, mais j'ai vécu pendant 10 ans en Europe, 5 ans aux États-Unis, et j'ai vécu dans de nombreux autres endroits. Cependant, j'ai passé presque 20 ans en Asie, plus 2 ans à Tokyo il y a longtemps. Donc je suis un professeur très bien voyagé. Vous l'êtes. Et c'est drôle, nous avons des parcours éducatifs très similaires. Mon master était également en politique publique, puis j'ai poursuivi un doctorat en relations internationales. Cela vous mène dans une certaine direction, n'est-ce pas? Donc pour ceux qui regardent et qui pensent à un doctorat, réfléchissez-y bien, car cela vous mènera dans une direction différente. Mais quelle est votre observation? Vous avez observé la manière dont l'Asie du Nord-Est et du Sud-Est se sont développées au cours des 30, probablement 40 dernières années, n'est-ce pas? Au cours des 40 dernières années, je veux dire vraiment depuis l'ère post-Seconde Guerre mondiale. En fait, même ça n'est pas tout à fait exact. Je pense que la modernité en Asie a vraiment commencé avec l'ouverture du Japon par les Américains, ce qui a ensuite influencé la Corée. Ce processus de modernisation a progressé à partir de là. Essentiellement, les gens ont commencé à regarder le Japon parce qu'il n'était pas colonisé. Les Chinois ont vu le Japon comme un modèle et ont commencé à considérer ce que faisaient les Japonais. Le Japon est devenu un modèle clé dans les années 1890. Donc, je dirais que la modernisation en Asie a commencé vers les années 1890. Et ils pensaient déjà à se libérer du joug colonial. Ils y réfléchissaient sérieusement. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Mais c'est vraiment pendant la période post-coloniale, après la Seconde Guerre mondiale, que cela s'est libéré. Ensuite, tous les aspects intellectuels, civilisationnels, historiques et culturels sont devenus plus ouverts et libres. En conséquence, ils ont progressé très rapidement. Je dirais aussi que les Américains ont financé les migrants et pendant la guerre mondiale et pendant la guerre de Corée. Et puis, ils ont financé l'industrialisation coréenne pendant la guerre du Vietnam. Maintenant, ils essayent de financer l'industrialisation vietnamienne. Pourquoi? Le fait est que la modernisation de l'Asie ne s'est pas produite en 40 ans. Ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années, c'est qu'elle est devenue une partie du système mondial, une puissance au sein du système économique mondial, qui avait été complètement dominé par l'Europe et les États-Unis. L'Asie a commencé à devenir un marché actif et un producteur actif de composants et d'autres produits. C'est pourquoi elle a vraiment commencé à décoller. Vous avez tout à fait raison. La modernisation de l'Asie remonte beaucoup plus loin. Si vous allez encore plus loin, c'était l'Asie qui menait la course et était à l'avant-garde, n'est-ce pas? Jusqu'en 1840, la Chine était dans l'économie du monde.
C'est la guerre de l'opium qui a en quelque sorte mis fin à cela. Oui. Et vous savez, une chose qui me fascine, c'est l'ignorance des Européens. Je suis désolé de revenir sans cesse à cela, mais cela me fascine. Les Européens connaissent chaque détail minutieux de l'Empire romain. Jules César qui a tué qui, où ils sont allés, et ce qu'ils ont fait, parce que c'était un empire immense. Mais personne n'a même la moindre idée de ce que les Mongols ont fait et comment ils ont régné sur presque toute l'Eurasie. Et ça a tout simplement disparu. Et cela remonte à seulement 800 ans. L'Empire romain remonte à 2500 ans. Il y a une telle focalisation sur cela. Mais ensuite, le fait est que c'est une seule masse terrestre, n'est-ce pas? C'est en fait assez intéressant. Vous pouvez le chercher sur Google. Vous pouvez trouver des instructions de marche sur Google Maps pour aller de Phnom Penh jusqu'à Porto, au Portugal. Tout cela est accessible à pied. La distance la plus longue que j'ai trouvée est jusqu'à Singapour, parce qu'il y a un pont. Mais cela ne fait pas partie de notre image mentale, que tout cela est en fait connecté. Nous continuons à penser à cela comme à deux continents. Pourquoi cela? C'est la seule masse terrestre que nous considérons comme deux continents. Oui, eh bien, vous savez, la distance et le temps, n'est-ce pas? Cela a toujours été vrai. Et cela a été beaucoup réduit par Internet et les voyages aériens. En un sens réel, je suppose que c'est vrai. Mais le système éducatif est toujours insuffisant. J'ai fait des études sur la Chine, et vous aussi. Mais combien d'entre nous y étaient à l'université? Pas un grand nombre. Dans l'éducation, même ici au Cambodge, j'avais des étudiants la semaine dernière, et je leur demandais s'ils savaient pourquoi le Sud-Vietnam avait le sud du fleuve. Pourquoi le fleuve va jusqu'à l'estuaire au Vietnam. Savez-vous pourquoi? Ils étaient comme, non. J'ai dit, saviez-vous que cela appartenait à l'Empire Khmer? Cela faisait partie du Cambodge, et tout le fleuve coulait des montagnes jusqu'à la mer. Ils étaient comme, vraiment? Est-ce vrai? J'ai dit, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas appris cela à l'école? Ils ont dit, non, nous n'avons pas appris cela. C'étaient des étudiants cambodgiens. Tout le monde dit que les Américains ne savent rien de l'histoire étrangère, ou même de la leur. Mais je pense que c'est vrai à peu près partout, en fait. Que le système éducatif les systèmes éducatifs américains, australiens et anglo-américains ont réduit leur attention sur les études régionales, l'histoire et les sciences humaines. Il est très difficile de considérer quoi que ce soit dans son contexte si vous n'avez pas de chronologie historique. Comment contextualiser une information sans comprendre son histoire? C'est une grande erreur dans la plupart des systèmes éducatifs. La perspective historique colore tout dans notre façon de penser le monde. Par exemple, de nombreux Européens n'ont aucune idée de l'ampleur des armées romaines. Ils parlent des armées romaines sans se rendre compte que Trajan a emmené 100 000 hommes en Dacie, qui est l'actuelle Roumanie. Trajan took 100,000 men to Romania, Dacia. And then at the same time, you've got armies in India. En même temps, vous avez des armées en Inde et en Chine qui comptaient de 200 000 à un demi-million de soldats, beaucoup plus grandes. Est-ce possible? Oui, ça l'est. Rien de tout cela n'est enseigné dans les écoles ou les systèmes éducatifs, nulle part. La moitié du temps, c'est juste « Oh, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir ça. Ils ont juste besoin d'avoir une idée générale de l'histoire. Concentrons-nous sur notre propre histoire. » Je pense que c'est acceptable, mais cela devrait être davantage contextualisé. Cela aiderait les gens à comprendre le monde dans lequel ils vivent et les tensions dont ils entendent parler tous les jours à la télévision. Oui, contextualiser les choses est crucial. L'étude des relations internationales implique souvent de créer un contexte pour mieux comprendre pourquoi certains groupes de personnes se dirigent dans une direction ou une autre.
Il s'agit de comprendre la causalité. Causalité. Je demande toujours aux gens, quelle est la cause? D'où cela vient-il? Où cela a-t-il commencé? Tout le monde a tendance à regarder les choses dans un cadre temporel très étroit, essentiellement ce qu'ils reçoivent maintenant. Il n'y a pas de contextualisation de cela. Comment pouvez-vous déterminer si quelque chose est bon ou mauvais sans contexte? Prenez la guerre Ukraine-Russie, par exemple. Beaucoup de gens pensent qu'elle a commencé en 2022. C'est absolument stupide. Et je continue de dire, vous savez, le mal n'est pas une catégorie analytique. C'est le contraire. C'est le rejet, le refus d'utiliser son cerveau pour comprendre pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Oui, je pense que c'est pour cela que les universitaires ont tant de problèmes. Parce que nous utilisons notre cerveau tout le temps. Permettez-moi de vous interroger davantage sur votre expérience et vos points de vue concernant le développement de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Le Cambodge, où vous vous trouvez, se développe beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? De nombreuses régions de l'Asie du Sud-Est connaissent en fait un essor, y compris la Malaisie, avec son industrie des puces, et ainsi de suite. Nous sommes en plein essor, oui, un essor constant. Cela ne s'est pas arrêté depuis une décennie. Le Cambodge a eu une croissance annualisée de 7,6% pendant 10 ans. 7%, I think 7.6 maybe, annualized growth for 10 years. So, and you take COVID out of that and it's better. Et si vous enlevez le Covid de cela, c'est encore mieux. Donc la croissance est phénoménale. L'Inde fait 8% cette année ou quelque chose comme ça. La Chine fait 5%, le Vietnam fait toujours 5%, la Malaisie fait 6%, la Malaisie connaît un petit boom formidable, la Thaïlande a un peu de mal, les Philippines sont un sous-performant, elles sous-performent toujours. Cela a quelque chose à voir avec le système qu'elles ont. Nous pouvons voir cela avec ce qui se passe avec la Chine. Elles sont plus vulnérables aux influences extérieures. Et je pense que cela est un négatif. I think that has a negative effect on their economy. Les Philippines ont tendance à être très malchanceuses à des moments stratégiques, à maintes reprises. Elles ont failli être la première nation indépendante d'Asie du Sud-Est en 1889. Puis les Américains ont pris le relais des Espagnols et ont réprimé cette indépendance. Ce schéma s'est répété plusieurs fois, impactant toujours négativement l'économie d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui, en ce moment, stimule la croissance au Cambodge? Hun Sen est souvent diabolisé dans les médias occidentaux, mais très peu de gens savent vraiment quelque chose à son sujet. J'ai eu beaucoup de chance qu'on me demande de réviser sa biographie officielle en tant que rédacteur en chef anglais. Lorsque je suis arrivé pour la première fois au Cambodge, quelqu'un m'a demandé ce que je voudrais accomplir si je devais y rester longtemps à cause du Covid. J'ai dit que je voudrais probablement écrire une très bonne biographie de Hun Sen. Je pense que c'est un leader vraiment sous-estimé. Et il disait, oh oui, non, ce type c'est un monstre, c'est un dictateur, blablabla. Bla, bla. Et j'ai dit non, je regarde la trajectoire du Cambodge au fil du temps, spécifiquement au cours des 40 dernières années. Désolé, 30 ans. Il est au pouvoir depuis environ 38 ans. Je ne dirais pas que les 8 premières années étaient vraiment un plein pouvoir parce que c'était après le conflit, après les Khmers rouges et tout ce genre de choses. Mais dans un cadre très simple, à la fin de l'ère des Khmers rouges, qu'ils appellent l'année zéro, il n'y avait en gros que 4 médecins dans tout le pays. Oui, après le génocide, 25% de la population a été massacrée, n'est-ce pas? C'est comme dans... Non,
Le génocide n'était pas exactement comme ça. Ce n'était pas comme si 2 millions de personnes avaient été emmenées dans des camps de concentration, comme en Allemagne nazie, puis exterminées. C'était une combinaison d'effets et de politiques qui ont été introduites. De plus, il y avait le comportement maniaque, psychopathique et sociopathique de certains dirigeants et fonctionnaires de bas niveau qui sont devenus des monstres. En termes de nombre de personnes décédées, c'était environ 1,7 à 2 millions. Personne n'est vraiment sûr. 1.7 to 2 million, nobody's exactly sure. Died or who were Died. But, Le plus grand nombre de personnes sont mortes de maladies et de famine. Cette famine s'est produite dans un pays qui produit l'un des meilleurs riz au monde. Il y a une compétition chaque année pour le meilleur riz, organisée en Chine, en Italie ou ailleurs. Le Cambodge a remporté cette compétition 5 années de suite ou 4 années sur 5. Le riz ici est fantastique et de très haute qualité. Il n'en manque pas et c'est maintenant une exportation majeure. Mais sous les Khmers rouges, ils ont fait sortir tout le monde des villes et les ont fait travailler dans les rizières pour produire plus de riz et gagner plus d'argent. Cependant, cela a provoqué l'effondrement de l'économie. L'approche collectiviste a conduit à une production de riz moindre, entraînant la famine. Les gens ont fini par vivre dans les forêts, souffrant de maladies. Beaucoup ont été directement tués dans des camps et par la torture. C'était terrible, mais ce n'était pas 2 millions de personnes. Il est faux de dire que les Khmers rouges avaient l'intention de tuer 2 millions de personnes. Ils ne l'ont pas fait, mais c'était définitivement le résultat de leur politique et action et du fait qu'ils sont devenus des maniaques psychopathes. C'est certainement vrai. Quoi qu'il en soit, tout cela pour dire que depuis ce moment, depuis l'année 0, l'économie du Cambodge a considérablement augmenté. Maintenant, il est officiellement classé comme revenu intermédiaire inférieur. Depuis environ 2000, et surtout depuis environ 2012, il a connu une croissance phénoménale. Cette croissance s'est produite même avant l'énorme afflux de capitaux en provenance de Chine. Elle avait déjà commencé à décoller. La raison de cette croissance est la stabilité politique. Et vous savez, comme vous me l'avez fait remarquer, je ne savais pas que c'était le roi Sihanouk qui avait conduit le Cambodge à l'indépendance dans les années 1950. Ils ont eu une sorte d'âge d'or du cinéma, de la musique, et tout cela pendant cette période. Et l'économie a décollé. Il a écrit un article pour Foreign Affairs sur la neutralité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toujours la politique officielle du Cambodge, la neutralité. Ce qui m'a attiré chez Hun Sen, c'est qu'il a su maintenir un équilibre entre les Américains, les Européens, les Chinois et l'ASEAN. Il a réussi à le faire avec succès pendant 30 ans. Cela a été un peu en dents de scie et difficile par moments. Disons qu'en 2014, par exemple, les Américains ont failli le faire expulser. Ils ont financé et organisé la révolution de couleur en 2014. Mais je pense que cela a en fait effrayé le gouvernement en lui faisant penser, d'accord, nous devons vraiment commencer à nous concentrer sur ce que nous faisons ici et être beaucoup plus concentrés sur le développement d'un système centré sur les gens. À cette époque, les Chinois ont également commencé à investir dans l'initiative de la ceinture et de la route. Donc, le Cambodge surfe sur cette vague. Parce qu'il est si politiquement stable, ils ont pu intégrer tout cela correctement. Maintenant, quand vous venez, disons, d'Europe ou d'Amérique, il peut sembler qu'ils ne sont pas encore organisés, mais ils le sont. C'est vraiment très bien organisé. Ils ont connu une croissance phénoménale. À ce rythme, ils atteindront le revenu intermédiaire d'ici 2030. C'est tout simplement phénoménal. Vraiment, c'est une excellente performance. Et c'est parce qu'ils ont eu une stabilité politique sous Hun Sen. Oui, c'est essentiellement un parti unique qui domine. Et oui, c'est un gouvernement centralisé.
Mais rappelez-vous, c'est un très petit pays avec seulement 16 millions de personnes. Ils ont eu l'année zéro il y a 30 ans. Donc je pense que cela a très bien fonctionné pour eux. Et maintenant, ils ont accompli l'impossible. Et c'est qu'ils ont eu une transition extraordinairement fluide il y a un an. Ils ont eu une élection équitable, qui a très bien fonctionné. Il a fait de son fils le Premier ministre. Et le CPP et les royalistes se sont unis. Ils ont exécuté une opération fluide, une transition fluide. Maintenant, ils ont tous de jeunes technocrates. Ce premier groupe révolutionnaire post-Khmer, ils ont tous dans les 70 ans, peut-être même 80 ans. Ce groupe joue maintenant un rôle émérite, en retrait. Les technocrates, qui ont tous été formés à l'étranger en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, en Europe, en France et en Allemagne, dirigent maintenant tout, y compris tous les ministères. Et ils font un très bon travail. Une autre chose à mentionner est le département économique. Le vice-premier ministre du ministère de l'économie a été très responsable. Ils ont d'excellentes politiques fiscales et monétaires indexées sur le dollar. Ils ont également de bonnes réserves d'or et de dollars. Lorsque la pandémie a frappé, le Cambodge a été le deuxième pays au monde, après les Émirats arabes unis, à retrouver son PIB d'avant la pandémie. C'est une performance phénoménale. Le quart de la population était vaccinée qu'en 3 mois. Comment se passe la diplomatie? Très bien. Comment se passe la connexion avec le Vietnam et la Chine? Le Vietnam est intervenu au Cambodge, puis la Chine est intervenue au Vietnam. Comment cela se passe-t-il maintenant? Eh bien, il y a cette histoire à propos du jeune étudiant qui ne connaissait pas l'histoire cambodgienne, n'est-ce pas? En gros, ce sont les Français qui ont coupé l'Empire Khmer en deux. Ils ont pris la moitié inférieure, y compris le fleuve et la côte, l'ont retiré du Cambodge et l'ont donné au Vietnam en tant que zone administrative. C'est pourquoi le Vietnam a cette forme de crocodile très allongée. Les gens pensent que cela a toujours été le Vietnam. Mais en réalité, le Vietnam n'a jamais existé ainsi jusqu'à ce que les Français le créent. L'Empire Khmer était un grand groupe ethnique, toujours en lutte avec les Thais, les Vietnamiens et d'autres groupes. Mais les deux grands étaient les Vietnamiens. Il y avait un autre petit empire appelé Champa, mais il a en quelque sorte disparu. Il n'en reste qu'un petit peu. Si vous allez au Vietnam, vous pouvez encore voir des morceaux ou des vestiges de cela. Le Cambodge est maintenant un peu entre le crocodile vietnamien et le tigre thaïlandais. Le Laos est considéré comme plus amical, peut-être comme un lapin, très amical. C'est ainsi qu'il se voit, et sa politique reflète cela. L'équilibre consiste à garder ces deux puissances moyennes heureuses, à ne pas les contrarier, mais en même temps à ne pas les laisser profiter ou empiéter sur la souveraineté, ce qu'elles ont essayé de faire. Les Vietnamiens ont essayé de tirer parti de la souveraineté cambodgienne d'une manière ou d'une autre. Les Thaïlandais l'ont également fait. Cependant, au cours des 15 dernières années, la plupart de ces actions ont cessé. La Chine a été la plus grande force stabilisatrice dans cet arrangement, avec l'ASEAN. Je pense que ce qui donne sa force à toute la région, c'est le bloc de l'ASEAN, qui stabilise toute l'Asie du Sud-Est. En termes réels, le Japon, la Corée et la Chine sont également stables. Disons qu'ils sont stables dans le statu quo, et l'économie chinoise est définitivement stable. But their economy, so China's economy definitely is stable. Japan, I'm not so sure about, but Korea is... Le Japon, je n'en suis pas si sûr, mais la Corée est plutôt correcte. Le Cambodge bénéficie de tout cela. Il est maintenant devenu un centre central, un nœud entre les puissances moyennes de la Thaïlande et du Vietnam, et les beaucoup plus grandes comme la Corée, le Japon, la Chine et l'Indonésie.
Même les réseaux vers l'Inde commencent à se développer à nouveau, ce qui est fantastique. Le Cambodge occupe cette position privilégiée. C'est pourquoi je disais que c'est un peu comme la Suisse. Si quelque chose veut voyager de la Thaïlande au Vietnam, comme un composant automobile ou de l'électronique, il passera essentiellement par le Cambodge. Et le Cambodge fait également partie intégrante de l'initiative de la ceinture et de la route, n'est-ce pas? Cette connexion s'avère très bénéfique pour eux. Parfois, les gens disent que les pays enclavés ne peuvent pas réagir efficacement. Le Cambodge n'est pas enclavé. Il a une côte sur le golfe de Thaïlande, ce qui est vraiment important. Les Américains ne sont pas très contents de cela. L'idée américaine est que l'ensemble de l'ASEAN devrait agir comme un contrepoids à la Chine. Cependant, il y a une base navale à Sihanoukville, qui a une histoire significative. C'est le plus grand port du Cambodge, situé sur le golfe de Thaïlande, et il donne accès à la partie sud de la mer de Chine méridionale. Les Américains n'aiment pas qu'il y ait une base navale juste à côté de ce port. Quiconque connaît la logistique maritime comprend qu'il y a toujours une base navale à côté d'un port majeur. Cela est nécessaire pour protéger le commerce et le port lui-même. Il est donc courant d'avoir une base navale à côté d'un grand port. Mais de toute façon, cette base navale était un point d'entrée pendant la guerre du Vietnam pour la piste Ho Chi Minh. Les Russes et les Chinois y envoyaient des fournitures, et d'autres les mettaient à Sihanoukville. Ces fournitures étaient ensuite transportées sur le dos des gens à travers le Cambodge, soit vers le sud, soit plus au nord, ou à travers le Laos vers le nord. C'est la piste Ho Chi Minh. Nixon et Kissinger l'ont lourdement bombardée, ce qui a contribué à la montée des Khmers rouges. Donc, Sihanoukville a une histoire sombre pour les Américains, et ils ne l'aiment toujours pas. Maintenant, Sihanoukville se développe et l'économie du Cambodge est en expansion. Il est logique qu'ils aient besoin d'un meilleur port naval à côté de leur principal port commercial. Ils l'ont agrandi, mais ce n'est pas grand à une échelle réelle. Mais ce port naval est sous le contrôle total du Cambodge, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il n'est pas vendu en partie à la Chine ou aux Américains ou quoi que ce soit de ce genre. Alors pourquoi les Américains ne seraient-ils pas contents à ce sujet? Pourquoi y aurait-il un quelconque différent? Je veux dire, n'est-ce pas la chose la plus normale au monde, d'avoir un port naval? Les Américains étaient là. Ils avaient pris des dispositions pour avoir une petite zone de transit au port où ils gardaient du matériel. Mais ils ont essayé de forcer le gouvernement à les laisser faire entrer de plus grands navires de guerre comme des destroyers ou des frégates. Le gouvernement a dit non, nous ne pouvons pas faire cela. Il y avait de la pression de la part de tous leurs voisins en Asie qui disaient généralement que ce n'était pas une bonne idée. Les Chinois ont dit qu'ils n'aimaient pas ça non plus. Alors le Cambodge a répondu en disant « Non, vous ne pouvez pas l'avoir ». Les Américains se sont fâchés et ont imposé des sanctions et des tarifs sur les exportations de vêtements du Cambodge. Les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation pour le Cambodge, suivi par l'Europe et la Chine. Cela crée un bon équilibre. Le gouvernement cambodgien a alors dit « Attendez, vous ne pouvez pas nous intimider comme ça et ensuite nous sanctionner aussi. Oubliez ça. » Ils ont démoli le dépôt de ravitaillement que les Américains avaient construit et ont permis aux Chinois d'en construire un à la place. L'Asie du Sud-Est a maintenant des choix. C'est le point clé. Oui, le point est qu'ils ont des choix. C'est exact. C'est nouveau à propos de la multipolarité. Si les Américains essayent d'être méchants avec vous, vous pouvez demander de l'aide à d'autres. Bien sûr, il faut faire attention à ce que vous leur offrez. Oui, bien sûr.
Mais je suis assez sûr que le Cambodge comprend très bien ce jeu, ayant été entre ses autres voisins, n'est-ce pas? Et il comprend la neutralité. And it understands neutrality, it understands the balance, right? And at this Il point in comprend time, l'équilibre, n'est-ce pas? À ce stade, l'équilibre est que les Chinois vont aider à financer le port de commerce et à l'agrandir. the actual trade Ils ont également un réel intérêt à pouvoir effectuer des patrouilles militaires régulières dans le golfe de Thaïlande et à s'assurer que les ports sont sécurisés. Cela semble très normal. Ce sont de très petits navires. Je veux dire, nous ne parlons pas de grands navires ici. Nous parlons de bateaux de 30 mètres, mais 40 mètres. Ils ne sont pas grands. 40-meter boats, they're not big. Cambodia and Laos are sometimes criticized for Le Cambodge et le Laos sont parfois critiqués pour être les États de l'ASEAN qui coopèrent le plus avec la Chine et qui, parfois, rendent l'appareil avec des faveurs diplomatiques au sein du quorum de l'ASEAN. Qu'en pensez-vous? Well, you What can do you call make that. out of that? Well, that's a label, isn't it? I mean, It a is. diplomatic favor, Eh bien, c'est une étiquette, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, vraiment. Peut-être qu'ils sont en fait d'accord avec ça. Je ne sais pas. Mais oui, par exemple, je pense que c'était le Cambodge. Vous savez, l'ASEAN fonctionne par consensus. Tout le monde doit être d'accord. Oui. Et alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes maintenant maléfique. Je veux dire, c'est pas comme ça que fonctionnent les organisations basées sur le consensus. Vous avez un choix et vous l'exercez pour quelque raison que ce soit si vous pensez que c'est dans votre intérêt de le faire. Et vous ne pouvez pas être puni pour cela. C'est ainsi que le consensus est établi. Tout le monde doit parvenir à un certain type d'accord. Et c'est l'art de la diplomatie. Je veux dire, c'est de cela que parle la diplomatie. Il ne s'agit pas simplement de dire aux gens quoi faire. Ce n'est pas de la diplomatie. What people what to do. That's not diplomacy. And of course, that's the problem with. Et bien sûr, le problème avec l'approche américaine est qu'elle est toujours un peu trop forte et pas appréciée. Il n'aborde pas la question avec subtilité. Donc oui, le Laos est enclavé et encore très pauvre. Il exporte maintenant de l'électricité, ce qui est vraiment intéressant. Les Vietnamiens et les Thaïlandais ont construit la plupart des barrages et gèrent l'électricité qui en sort. Donc ce ne sont pas vraiment les Chinois. Les Chinois ont construit 2 des barrages, mais le reste est financé par la Thaïlande et le Vietnam, parce qu'ils en ont besoin. Il y a aussi beaucoup de mythes à ce sujet. Il en va de même pour le Cambodge. Seuls 2 des barrages au Cambodge ont été construits par les Chinois. Les autres ont été construits par les Cambodgiens eux-mêmes, ou même par la Banque mondiale, ou d'autres sources. Est-il juste de dire qu'en ce moment, les membres de l'ASEAN s'entraident pour faire croître leurs économies? Nous n'avons pas d'accord de libre-échange de l'ASEAN, mais nous avons de nombreux arrangements différents pour la coopération. There's the RCEP. So there's a tariff. Il y a le RCEP. There's a whole sort of Donc il y a un accord de libre-échange. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Je l'ai lu plusieurs fois, mais je ne m'en souviens pas complètement. Mais en gros, vous opérez dans une zone de libre-échange à l'intérieur de l'ASEAN, et cela a été étendu par le RCEP à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée, le Japon et la Chine. Donc vous savez, c'est un très grand bloc commercial, le RCEP. Dans mon esprit, c'est vraiment une extension de l'ASEAN. Pour moi, l'ASEAN est le bloc le plus réussi. Il n'a pas eu de guerre depuis sa création. Il n'y a pas eu de conflit. Malgré la compétition des grandes puissances, il n'y a pas eu de conflit interne, sauf pour ce qui se passe actuellement au Myanmar. C'est un conflit interne, mais il y a des forces externes en jeu. Peut-être que nous y reviendrons un peu plus tard. La priorité principale de l'ASEAN est l'intégration. Cela inclut l'intégration des systèmes numériques, des réseaux électriques, des pipelines et d'autres formes de connectivité, comme les routes, les chemins de fer, les ports, l'électricité et l'Internet. De plus, il y a des services numériques qui se construisent sur cette infrastructure. Cela inclut le commerce transfrontalier, les transactions en monnaie locale et le dédouanement automatique.
Toutes ces initiatives sont actuellement en cours de mise en œuvre. All of those things are coming online. That's all being done right now. And some of it's already active. So, for example, between Malaysia and Singapore and Certaines parties sont déjà actives. Par exemple, entre la Malaisie et Singapour. La Malaisie est assez avancée de cette manière. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam et le Myanmar sont un peu en retard, mais la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie les tirent vers l'avant. Il faut se rappeler que l'Indonésie est la force motrice. L'ASEAN sans l'Indonésie ne serait pas la même. Il y a une division nette entre l'ASEAN maritime et continental. Les Américains essayent clairement d'en tirer parti. Ils essaient de séparer le maritime du continental parce qu'ils peuvent envoyer des Scarlet Spring listening. They're trying to split the maritime from the continental because they can send ships, right? But they can't land troops, so they can send ships. Mais ils ne peuvent pas débarquer des troupes, alors ils envoient des navires. C'est leur modus operandi partout. L'Indonésie est le ciment qui maintient le tout ensemble. Toutes les économies de l'ASEAN se portent bien, sauf les Philippines. Le Laos et le Vietnam connaissent également une légère récession. C'est une récession due à la demande. Si votre économie dépend des marchés européens ou américains, il y a eu une récession nette et une diminution de la demande. Tout le monde sait que la demande future se trouve en Asie, et c'est pourquoi tout le monde en focus. La tendance est définitivement en faveur des BRICS, BRICS+, la ceinture et la route et tout ce genre de choses. Il y a encore une sorte d'affection pour les choses européennes pour une raison étrange, et même pour l'Amérique aussi, surtout culturellement. La demande est définitivement là, et tous les gouvernements maintenant, en particulier les Malaisiens, répondent. Lavrov était juste là, et les Malaisiens vont essayer de rejoindre les BRICS. C'est fantastique. Le Cambodge, la Malaisie et la Thaïlande travaillent assez étroitement ensemble ces jours-ci. Cela a beaucoup à voir avec le golfe de Thaïlande, et aussi parce que cette triangulation crée une sorte de triangle dynamique. Ils exercent également une pression sur le Myanmar pour essayer de faire fonctionner ce plan de paix en 5 points. Parlons-en un moment, car le Myanmar traverse un conflit interne, une guerre civile, qui est très complexe. J'ai eu une discussion avec un universitaire thaïlandais l'autre jour. Il y a de nombreuses factions impliquées. Cela se résume au coup d'État militaire qui a eu lieu en 2021, qui était essentiellement un contre-coup. C'était une réaction à ce qui s'est passé en 2011, lorsque le Myanmar s'est ouvert et s'est beaucoup développé. De votre point de vue au Cambodge, où voyez-vous ce conflit en ce moment? Donc c'est quelque chose que j'examine de très près en ce moment, et je vais probablement me rendre au Myanmar dans un avenir très proche. J'ai étudié cela de très près. Comme vous venez de le dire, il y a de nombreux groupes ethniques, religieux et factionnels différents, chacun avec ses propres agendas. Si vous avez étudié l'histoire chinoise du début du XXe siècle, en particulier la période des seigneurs de la guerre, vous verrez des similitudes. Certains de ces seigneurs de la guerre ont des accords avec le gouvernement central, tandis que d'autres ont des accords avec la Chine, l'Inde ou d'autres seigneurs de la guerre. Ils peuvent changer de camp en fonction de leurs intérêts. Essentiellement, ils dirigent de petits fiefs, et c'est de cela que parle la plupart de ce conflit. Basically, they're just running little fiefdoms, and that's mostly what most of this is about. And the real conflict is basically east and west. So the north. Le véritable conflit est essentiellement entre l'Est et l'Ouest. Le Nord, près de l'Inde, est assez stable parce que les Indiens ont besoin qu'il le soit. L'Assam a toujours été une province rebelle, et il y a encore beaucoup de troubles là-bas. Donc les Indiens veulent absolument garder cela sous contrôle. Le Bangladesh veut également garder sa frontière sous contrôle, surtout à cause des Rohingyas, qui venaient à l'origine de ce qui était alors le Bengale, et non le Bangladesh. Mais ils sont musulmans. La frontière chinoise est relativement stable jusqu'à ce que l'on descende vers le Laos et la Thaïlande. La frontière Lao est assez lâche, mais comme elle est très proche de la Chine et a le Vietnam de l'autre côté,
Je pense que la frontière là-haut n'est pas si poreuse parce qu'elle est enclavée. I think the Lao border is not so porous because it's landlocked. So how do you get weapons and drugs in and out? Money, weapons, drugs. Comment obtenez-vous des armes et des drogues et comment les faites-vous sortir? Argent, armes, drogue. En gros, l'argent, les armes et les drogues passent par la Thaïlande. Je dirais que la grande majorité le fait. Les gens parlent du triangle d'or, mais en réalité, un côté du triangle d'or est la Thaïlande. C'est là que se passe la plupart de l'action. Il y avait un rapport, je pense, du rapporteur de l'ONU sur le Myanmar, qui disait que des armes d'une valeur de 176 millions de dollars avaient été exportées par la Thaïlande vers le Myanmar. Cependant, dans le 7e paragraphe environ, il était mentionné que le gouvernement thaïlandais n'avait rien à voir avec cela. Mais vous ne pouvez pas déplacer des armes d'une valeur de 176 millions de dollars quelque part sans que quelqu'un le sache. You can't move $176 million worth of guns through somewhere without somebody knowing about it. So, Donc, c'est un point chaud là-bas. J'ai un contact à Chiang Mai et il me dit deux choses. Premièrement, on peut le voir dans les hôpitaux où de plus en plus de personnes de cette région sont traitées et amenées de l'autre côté de la frontière. Deuxièmement, on peut le voir dans la taille du consulat américain à Chiang Mai, qui est énorme. Il n'y a qu'une seule raison à cela. Un espionnage massif et des opérations clandestines. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez un accès direct à cette zone, n'est-ce pas? Elle se concentre autour de là, et comme c'est une zone boisée, il est facile de la traverser. Oui, absolument. Chiang Rai et Chiang Mai sont les deux principales zones. Il y a deux groupes militaires thaïlandais là-bas, la 3e armée et la 7e armée. J'ai lu de nombreux rapports publics indiquant que ceux-ci sont essentiellement gérés comme des fiefs. Le quartier général de l'armée centrale à Bangkok a une bonne idée de ce qui entre et sort à tout moment, mais il n'informe pas vraiment le gouvernement civil en Thaïlande. Cela revient à votre question précédente sur ce que fait le Cambodge à ce sujet. Hun Sen a été très actif, surtout avec le retour de Thaksin Shinawatra en Thaïlande. Hun Sen et Thaksin Shinawatra ont toujours eu une assez bonne relation. Hun Sen and Thaksin Shinawatra always had quite a good relationship, so they've touched base again. Ils ont donc repris contact. Le nouveau Premier ministre est également ami avec Thaksin Shinawatra, ce qui renforce la relation entre la Thaïlande et le Cambodge. Anwar Ibrahim en Malaisie fait également partie de ce groupe, créant une triangulation. Maintenant que Hun Sen n'a plus à se soucier de la gestion quotidienne du Cambodge, il a le temps de jouer les hommes d'État chevronnés. Il est assez bon dans ce domaine. Ayant passé sa vie à mettre en place des accords de paix, comme les accords de paix de Paris, et à travailler avec l'ONU, il sait comment gérer ces situations. Il conduit discrètement cette triangulation entre le Myanmar, la Thaïlande et le Cambodge pour essayer d'apaiser la situation au Myanmar. Mais cela signifie que la Thaïlande devra mettre en place des contrôles à sa frontière. Le problème est que si cela se produit, les rebelles n'auront pas accès aux armes. Le gouvernement achète ses armes en Inde, en Chine et en Russie. Les rebelles achètent leurs armes aux Américains, aux Coréens ou aux Japonais. Ces armes sont expédiées illégalement. Et puis il y a des drogues qui sont expédiées. Une très grande quantité de drogue est expédiée. De temps en temps, les autorités annoncent une énorme saisie de méthamphétamine. Mais où vont ces drogues? Il faut se poser cette question. Maintenant, je ne vais pas suivre le commerce de la drogue. Cela pourrait être trop dangereux. Mais je sais, et je pense que la plupart des gens savent, que la renommée du Triangle d'Or a commencé lorsque les forces nationalistes en Chine, après la révolution communiste de 1949, n'ont pas pu se rendre à Taïwan. Alors, ils sont allés au Myanmar et n'ont jamais pu partir. Ils sont restés là. C'est toute l'histoire du Triangle d'Or et du trafic de drogue.
Tout a été mis en place par ces forces nationalistes, parce que le seul moyen de fournir leur armée était de vendre de la drogue. Et ils l'ont fait. Ils les ont vendus aux soldats américains, au Vietnam et en Thaïlande. Cela montre simplement que la géographie est le destin. Ce que vous pouvez faire sur le terrain avec les rivières, les forêts, les ports, etc., détermine comment les choses évoluent. C'est pourquoi tout développement en Birmanie sera probablement influencé par sa situation géostratégique. Actuellement, les différentes forces sont bloquées. Personne n'a le pouvoir de l'emporter sur tout le monde. Donc il est assez clair que personne n'a le pouvoir de convaincre tout le monde. C'est vrai. Fondamentalement, la frontière nord de l'Inde est stable. La frontière nord de la Chine est stable. La frontière sud de la Chine, près du triangle d'or, l'est moins. Il y a encore beaucoup d'activités là-bas, comme des casinos et toutes sortes de choses, mais je pense que les Chinois sont assez stricts à ce sujet. Il y avait des arnaques informatiques et toutes sortes d'activités illégales, mais ils ont arrêté beaucoup de gens. Je pense qu'environ 250 personnes ont été arrêtées il n'y a pas longtemps. Cependant, le côté thaïlandais est le côté qui inquiète. Et bien sûr, le côté Rohingya. Ils essayent de les expulser. Mais ce n'est pas la junte qui fait cela. Ce n'est pas le gouvernement militaire central. C'est l'armée de l'Arakan. Ont-ils un arrangement avec le gouvernement central et d'autres seigneurs de guerre? Oui, ils en ont un. Ils ont les armes, et personne ne peut les vaincre dans les circonstances actuelles. C'est le côté Est. Du côté Ouest, il y a aussi les Shan du Nord. Eux aussi se battent. Mais il faut se rappeler qu'ils se battent depuis le départ des Britanniques. Vous savez, il y a 80 ans. Donc en termes d'exemples historiques, quel type de mécanisme de solution pensez-vous être le plus réaliste pour instaurer un gouvernement de réconciliation nationale ou quelque chose qui stabiliserait la majorité du Myanmar? Eh bien, je vais opter pour Thomas Hobbes sur ce point. Je ne suis pas un réaliste, mais je vais suivre son idée que l'absence d'interférence est la preuve de la liberté. La première chose qui doit se produire est qu'il doit y avoir une absence d'interférence. L'approvisionnement en armes dans le pays, l'approvisionnement en formation et en direction, tout cela provient de forces extérieures. Cela doit cesser. Sinon, il n'y a aucun espoir. À part cela, le gouvernement central, à un moment donné, c'est majoritairement des Birmans. Ils représentent 60% de la population et contrôlent les vallées fluviales. Il y a beaucoup d'eau en Birmanie et ils contrôlent tout cela. Donc c'est leur force. Ils contrôlent essentiellement la navigation, le transport et la production alimentaire, mais pas l'exploitation minière et les activités similaires. Celles-ci sont dispersées. Cependant, ils contrôlent définitivement le transport, la nourriture et les principales routes, est, ouest, nord et sud. Ils contrôlent encore la plupart de cela. Sur les côtés est et ouest, vous avez les Rohingyas et les Shan dans les montagnes, avec les drogues, le jade, les émeraudes et l'or. Donc, oui, ce sont des seigneurs de guerre. Et ça a toujours été comme ça. Les gens me demandent pourquoi c'est une junte militaire. C'est parce que le centre est toujours en guerre contre la périphérie, tous ces groupes ethniques. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est un très grand nombre. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de Birmans qui sont également très mécontents de cela. Même au centre, les allégeances politiques ne suivent pas nécessairement les lignes ethniques, n'est-ce pas? J'ai quelques amis qui me disent qu'ils veulent que cette junte disparaisse, car elle détruit toutes leurs opportunités économiques au centre.
Eh bien, la Banque mondiale vient de publier son rapport économique sur le Myanmar il y a quelques semaines. Le Myanmar a une croissance économique de près de 1%. Le gouvernement central a encore une bureaucratie fonctionnelle. Ils savent comment diriger le pays, construire des routes, construire des écoles et employer des gens. Le problème est qu'ils sont toujours confrontés à diverses forces qui se coalisent, se séparent, se recoalisent, puis sont financées et forcées par des entités externes. Ils n'ont jamais fait que cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est accéder à des ressources qu'ils peuvent vendre pour acheter plus d'armes. La majorité de la population birmane, et je ne sais pas quelle est l'ampleur de cette majorité, probablement une petite, soutient encore le gouvernement central. J'ai des amis qui y vont tout le temps, et l'un d'eux gère un vignoble. Ils produisent du vin. Ça fonctionne. Mais si j'écoute les histoires de mon ami de Mandalay, il est alors assez clair qu'il souhaiterait revenir à l'accord précédent d'il y a 10 ans, qui était vraiment assez phénoménal. Oui, l'argent arrivait, les sanctions étaient levées et ils pouvaient exporter. Le Myanmar est extraordinairement riche. Il possède toutes les ressources naturelles que vous pouvez imaginer, de belles ressources. Et les gens sont intelligents. Ce n'est pas comme s'ils ne pouvaient rien faire. Ils savent comment faire toutes ces choses. C'est juste l'accès aux opportunités. Toute l'incitation de ces petits groupes et seigneurs de guerre est externe. Cela n'est pas organisé en interne. Et oui, évidemment, les gens là-bas veulent la stabilité. C'est clair. Tout le monde veut la stabilité. La grande majorité des gens veut la stabilité. Et c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais vraiment pu avoir. Donc, ils l'ont eu pendant quelques années parce que les forces extérieures ont cessé de fournir des armes. Alors, tout le monde a cessé de se battre. Maintenant, dès qu'ils ont eu ce problème avec les Rohingyas, c'était un problème géopolitique différent. Et il était très intéressant que ce soit le grand porte-étendard occidental qui ait été ensuite obligé de défendre cela à La Haye, vous savez, Aung San Suu Kyi quand elle y était. Donc, nous pouvons mettre celui-ci à part. Mais c'est ce qu'il a perdu, vous voyez. Dès qu'elle a soutenu la décision du gouvernement central de contrôler la situation des Rohingyas, les gouvernements occidentaux l'ont abandonnée. L'université d'Oxford a même déclaré qu'elle allait retirer son adhésion. Je sais, c'était très embarrassant. Mais la lutte interne au sein des élites birmanes a de nouveau basculé de l'autre côté, et l'armée a pris le pouvoir. Quand on parle du gouvernement central, c'est essentiellement l'armée qui reprend le contrôle. En ce sens, le Myanmar est organisé de manière similaire à une version plus petite de l'Égypte, où de nombreuses activités économiques passent directement par l'armée. Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai dans toute l'Asie depuis un certain temps. L'Indonésie, pendant longtemps, était comme ça. C'est la seule façon pour eux de réussir. Il est très difficile de maintenir les choses en fonctionnement sans l'armée. Mais il faut toujours se rappeler qu'il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui n'ait pas le contrôle de l'armée. S'ils n'ont pas le contrôle de l'armée, alors l'armée contrôle le gouvernement. C'est l'un ou l'autre. Le Myanmar n'a pratiquement jamais eu l'opportunité d'être libre de toute ingérence ennemie. Et la seule fois où il a été exempt d'ingérence étrangère dans un sens réel, c'était pendant cette période où l'Europe et les États-Unis ont dit « Et nous allons ouvrir et vous laisser profiter pendant un moment, tant que vous introduisez quelques réformes démocratiques. » D'accord, très bien. Mais ensuite, l'Occident a tout simplement abandonné Aung San Suu Kyi
dès que la crise des Rohingyas a commencé. Pour être honnête avec vous, je ne sais vraiment pas exactement ce qui a déclenché cela au tout début, et cela mérite probablement une certaine attention pour comprendre la causalité. Mais il ne fait aucun doute que l'instabilité du Myanmar est causée par des problèmes externes et non internes. Parce que tout s'est calmé immédiatement lorsqu'ils ont pu exporter, et s'il n'y avait pas de forces externes opérant et fournissant des armes aux rebelles ou aux seigneurs de guerre, tout se calmait très rapidement. Je pense que c'est très évident. Et cela se reproduira, n'est-ce pas? Cela se reproduira, c'est sûr. Donc, il y a trois grands acteurs, n'est-ce pas? C'est l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe qui forment ensemble l'Occident. Et l'ASEAN joue un rôle d'équilibre. Donc, il y a quatre acteurs majeurs. Trois sont régionaux et un est externe. Les puissances occidentales sont externes. Je suggérerais que la triangulation de l'ASEAN, de l'Inde et de la Chine serait très sécurisée et que le Myanmar reviendrait très rapidement dans le giron de l'ASEAN si les puissances occidentales le laissaient tranquille. Il est assez clair que l'ASEAN veut que le Myanmar revienne et soit stable dès que possible. Ils travaillent là-dessus. Ils ne les ont pas expulsés, ils ont juste mis cela en pause. Mais ils ont pris une décision très importante, à savoir, vous faites toujours partie de nous. Ils ont toujours réservé une place pour le Myanmar lors de toutes leurs négociations externes. C'est l'Indonésie qui a hérité du problème, n'est-ce pas? Ensuite, le Cambodge s'est impliqué. Le Cambodge a dit d'accord, nous allons juste faire ce truc du P5. Ce cadre fonctionne toujours. Je pense que Hun Sen, les Thaïlandais et les Malaisiens sont très occupés en ce moment à essayer de structurer un accord. Ils veulent permettre à la Thaïlande de trouver un moyen où personne ne perd la face, leur permettant de fermer ces corridors pour les drogues et les armes. Chaque fois que j'entends parler de ces drogues et d'armes, rencontre. Eh bien, je vois ce que vous voulez dire. Bon, nous approchons de l'heure et nous devons conclure. Mais c'est quelque chose que nous allons surveiller de près. Et tout le monde, vous venez de l'entendre. C'est le genre d'analyse et d'aperçu géopolitique approfondi que vous pouvez obtenir du Dr. Dick B. Wren. Les gens peuvent vous suivre sur vos différents obstacles. Vous en avez au moins 2 importants et d'autres. Vous pouvez chercher mon nom sur Google et vous me trouverez. Dr. Dick B. Wren, trouvez-le sur Substack. Tout le monde, je vous encourage à suivre ses écrits. Ils arrivent directement dans votre boîte de réception via Substack. Y a-t-il autre chose que les gens doivent savoir? Eh bien, ils doivent savoir que Multipolar Peace est un groupe auquel nous appartenons tous les deux, avec nos amis, d'autres universitaires et collègues. Nous invitons tout le monde à venir rejoindre ce groupe. Si vous voulez en savoir plus sur les études de neutralité, vous êtes déjà avec la bonne personne, Pascal Latz. Merci beaucoup. C'est un plaisir de faire cela avec vous. Je suppose que je vous accueillerai très bientôt. Je serais très heureux de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.